Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour traiter d'un sujet qui est d'actualité, j'allais dire malheureusement, et qui s'intitule « Et si on arrêtait de brader notre industrie, si on arrêtait de brader la France ?» Vous remarquerez qu'il y a un point d'exclamation qui le mérite largement. Quelques mots à propos de l'industrie pour vous dire à quel point ce sujet se pose avec une acuité particulière. Vous avez en quelques années des noms que vous avez croisés, que vous croisez au quotidien et qui sont passés sous pavillon étranger. Je pense à Alstom, bien sûr, propriété de l'American General Electric. Je pense à Alcatel, devenu finlandais, Nokia. Demain, les chantiers d'Atlantique, sous pavillon Fincantieri, Italie. Lafarge aussi, cimentier trop célèbre, qui est aujourd'hui suisse, Holcim. Et demain, PSA, qui va, nous dit-on, fusionner d'égal à égal, mais dont le capital sera, non pas à majorité, mais l'actionnaire principal sera la famille Agnelli, qui est la famille historique de Fiat. Bref, ça c'est la partie, je dirais, visible de l'iceberg, mais il se réalise à bas bruit auprès d'entreprises françaises de droit français que vous connaissez, une véritable hémorragie dans leurs effectifs français. À Marianne, et vous allez avoir à disposition notre numéro spécial consacré au Made in France, nous avons révélé que sur les 10 dernières années, donc 10 ans c'est peu, de 2008 à 2018, il y a eu en France, de la part des sociétés du CAC 40, une réduction des effectifs de 150 000 personnes. 150 000 personnes, pour vous faire une idée, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du nombre de policiers qu'il y a en France. Et cela en 10 ans. Et parallèlement à cette baisse des 150 000 effectifs en moins en France, il y a eu des embauches, il y a eu une augmentation des effectifs dans les pays émergents par ces mêmes groupes du CAC 40 de 460 000 emplois. Donc, vous voyez, cette question, plutôt pas cette question, cette affirmation qui est un petit peu rentre-dedans, elle est parfaitement légitime. Pour nous en parler, nous recevons Natacha Polony, qui est agrégée de lettres. Ça fait quelques années, hein, mais pas si longtemps que ça. Directrice de la rédaction de Marianne. Ça, c'est le dernier numéro qui est en vente. Je vous suggère évidemment de l'acheter, puisque Marianne est partenaire du salon. Je ne la présente pas plus que ça pour dire que vous intervenez régulièrement à la télé, à la radio. À ma gauche, si j'ose dire, nous avons Jean-Charles Simon, qui est le seul, je dirais, économiste et patron. Vous êtes patron d'une société qui s'appelle OptiMind. Vous êtes économiste. Vous avez été un temps candidat du MEDEF, je dirais, l'aile la plus libérale, considérée comme telle, vous nous en parlerez, du MEDEF. Vous avez été proche de Denis Kessler, mais aussi de Laurence Parisot. Et vous avez été le seul à accepter de vouloir débattre de ce sujet. D'abord, il faut le saluer, il faut vous dire que vous êtes courageux, même si vous allez jouer à l'extérieur. Mais ça arrive de gagner quand on joue à l'extérieur. Et enfin, à ma gauche, Gabriel Coltis, vous êtes économiste, vous êtes professeur à Toulouse 1, vous êtes président de l'association du Manifeste pour l'industrie et vous avez été conseiller de Syriza en Grèce au moment où Tsipras a été élu et avant qu'il s'incline devant le fait européen établi. Donc, je vous propose d'évoquer tout simplement, de ne pas revenir sur ce diagnostic que j'ai rapidement dressé et que finalement vous connaissez. On va essayer de savoir pourquoi on a bradé notre industrie, d'où ça vient. Est-ce que ça vient tout simplement parce qu'il faut peut-être, ce n'est pas un sujet totalement tabou, la France n'est pas assez compétitive. Peut-être y a-t-il trop d'impôts. Peut-être il y a un déficit de patriotisme de la part des gens qui ont le pouvoir de décider, d'investir, de désinvestir.
Et puis, dans ce deuxième temps, on essaiera d'esquisser modestement, parce qu'on n'est pas les seuls à s'être posé la question, qu'il y a des tonnes de rapports qui s'accumulent, on essaiera, dis-je, d'essayer de dresser quelques pistes de réflexion pour réindustrialiser, pour recoudre ce pays, ce tissu industriel qui a largement été déchiré. Alors, premièrement, sur les causes, Natacha Polony, peut-être vous pourriez nous expliquer, selon vous, parce qu'il y a plusieurs thèses en vigueur sur les causes de cette braderie industrielle française. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci d'être là, parce que je pense que ce qui se passe autour de nous ici, c'est avant tout un salon de résistance. De résistance parce que c'est pas facile aujourd'hui de se battre pour produire en France. Il y a des entraves de tous les côtés. Mais, et j'en arrive à la question qui est posée, je pense que les premières entraves sont idéologiques. Je suis assez frappée, en effet, de voir que il est difficile de trouver des économistes qui veuillent aujourd'hui défendre une thèse, j'allais dire, libérale. Et pourtant, la politique qui est menée depuis 30 ans au moins en France, c'est une politique qui correspond à ces thèses-là. C'est-à-dire que la marche des choses a fait que nous en arrivons aujourd'hui à une désindustrialisation, mais pas seulement. On parle d'industrie, mais on parle aussi d'agriculture. La France, en 2023, va voir basculer un point essentiel de son économie. Nous importerons plus de produits agricoles que nous n'en exporterons. La France, avec sa richesse agricole, avec son histoire, avec ses terroirs, nous serons importateurs nets. C'est une aberration absolue. Et c'est la même chose pour l'industrie, mais parmi les causes, je pense que la principale cause est idéologique, je le disais, dans le sens où nous avons décidé de cela, mais sans le dire, sans jamais demander leur avis aux citoyens. J'en veux pour preuve un exemple simple. Le fait que, si l'on regarde l'histoire de l'OMC et l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui s'est faite, alors par étapes, mais qui s'est faite jusqu'à ce qu'on considère même que la Chine était une économie de marché. Ce que n'importe quelle personne disposant d'un tout petit peu de bon sens constate comme étant évidemment faux. Non, la Chine n'est pas une économie de marché au même titre que nous. On la fait rentrer quand même, c'est pas grave. Et quand on regarde, 1er janvier 2005, fin des quotas sur le textile chinois en Europe. Un trimestre plus tard, 3 mois, c'est tout. Augmentation de 50% des exportations de textiles chinois vers l'Union européenne. 50%. Et dans certains domaines, par exemple les pullovers, c'est 534% en 3 mois. Vous imaginez la saignée sur toutes les petites entreprises françaises. Ça a été catastrophique. Le textile français et le textile européen a été éradiqué. Ce genre de processus, il relève bien de décisions politiques. Il relève du fait qu'il a été décidé par les élites gouvernantes, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, que le libre-échange était censé améliorer l'économie, que ça allait nous apporter la prospérité, la richesse, etc. Et aujourd'hui, où nous voyons les limites évidentes de ce processus, on constate une résistance idéologique encore extrêmement forte. Souvenez-vous de la campagne présidentielle de 2017. Donc on a tous constaté désindustrialisation majeure, 1 million d'emplois industriels en 15 ans, enfin bon. Eh bien, j'ai le souvenir de candidats à l'élection présidentielle, j'ai le souvenir en particulier François Fillon, mais il n'était pas le seul, répondant comme un réflexe lors d'une question à une interview où on lui prononçait le mot protectionnisme. Ah oui, mais attention, le protectionnisme, c'est la guerre. Voilà. Au nom de quoi a-t-on décrété que le protectionnisme, sans qu'on définisse exactement sur quoi on le faisait porter, à quelle échelle, selon quel cadre,
au nom de quoi a-t-on décidé que c'était la guerre ? Il y a là une pétition de principe qui illustre toutes les politiques qui ont été menées. Je le disais, à l'échelle européenne, dans la mesure où l'acte unique européen de 86, en fait, inscrit dans la construction européenne l'idéologie du libre-échange, et depuis, on n'en est pas sorti. Alors ça se traduit par différents dogmes qu'on peut identifier. On l'avait fait dans Marianne, on avait fait un dossier sur les 12 intox qui permettent à la machine de continuer à avancer alors que, de fait, ça ne marche pas. Il y a par exemple l'idée que la concurrence, ça fait baisser les prix. Mais non, ça n'est pas vrai. On le voit bien avec l'énergie, notamment, ce n'est pas vrai. Ensuite, il y a par exemple l'idée que des fusions entre égaux, qu'évoquait Franck Dedieu. Les fusions entre égaux, c'est formidable et ça permet de préserver. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, les fusions entre égaux. On s'aperçoit quelques années plus tard, à chaque fois, qu'il y en a un qui se fait manger. Et en l'occurrence, nous avons une capacité française à laisser manger nos fleurons industriels qui est assez extraordinaire. Mais vous en avez d'autres. Vous avez par exemple l'idée qu'on va maintenir les effectifs une fois qu'on aura fait des associations. On voit bien qu'au bout de 2 ans, 3 ans, terminé, nous avons l'exemple avec General Electric, 1000 emplois en moins, etc. Nous avons l'idée que l'investissement étranger, ça va nous sauver, que nous avons besoin de ces investissements. Hein. Sauf qu'on s'aperçoit qu'en appauvrissant le pays, évidemment, on n'a plus d'investisseurs français. Il faut faire appel à des investisseurs étrangers qui, petit à petit, font partir les sièges sociaux, font partir les savoir-faire. Un exemple avec Technip qui a perdu 2500 brevets une fois que la fusion a été faite avec FMC. Voilà. C'est un exemple total de destruction de savoir-faire. Donc tout ça, nous le payons aujourd'hui. Je pourrais égrener les différents exemples. Je ne vais pas monopoliser dès le début de la parole, mais je crois avant tout qu'il y a là une idéologie qui est à l'œuvre, qu'on a vu se traduire de différentes manières, par exemple dans les discours qui consistaient à dire à une certaine époque, dans les années 90, il faut des entreprises sans usines. C'est vrai, les usines, c'est ringard, c'est sale, c'est polluant. Aujourd'hui encore, quand vous parlez de réindustrialiser, alors même que enfin on peut prononcer ce mot, là vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais quand même c'est paradoxal, vous êtes en contradiction puisque vous voulez aussi défendre l'écologie. » Donc l'industrie ne pourrait pas se penser en lien avec un respect de l'environnement, ne pourrait pas se moderniser. Là aussi, c'est une pétition de principe absolue. Deuxième chose, ce qui pollue, c'est le libre-échange, c'est de faire venir des produits de Chine. Donc relocaliser est a priori moins polluant que de construire à l'autre bout de la planète avec des processus qui divisent totalement le travail et la production. Mais tout cela, aujourd'hui, fait partie de dogmes qui permettent de maintenir un système dont nous voyons qu'il est en train de s'effondrer sous nos yeux. Merci beaucoup, Natacha Polony. Là, Monsieur Simon, pour Natacha, c'est une question de dogme, c'est une question idéologique, et en particulier des élites qui sont à la manœuvre. Est-ce que ça se résume à cela, la désindustrialisation, selon vous ? D'abord, il faudrait être d'accord sur les diagnostics. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le diagnostic que vous avez dressé en début de ce débat. À plein d'égards, l'économie française est assez conquérante. Elle est conquérante, on le voit tous les jours avec ses grandes entreprises. Ces grandes entreprises, c'est quelque chose qui est rarement su, sont en rapport à la taille de l'économie plus importantes que celles de nos voisins. Si on prend le CAC 30, pour comparer avec le DAX 30, qui est l'index allemand des 30 plus grandes entreprises, c'est plus gros. Donc les grandes entreprises françaises, ça existe. Elles sont assez fortes, assez dynamiques. Quand je vois LVMH qui rachète Tiffany, je dis c'est impressionnant, c'est des belles réussites. Je vois des entreprises comme le groupe de M. Drahi aux États-Unis ou d'autres groupes qui ont des réussites aussi assez fortes. Et il se trouve que je voyais Carlos Tavares hier soir, qui recevait un prix pour le président de PSA, pour ce qui est vu comme une formidable réussite de son côté. Pas du côté de Fiat Chrysler, de son côté, du côté de PSA. Parce qu'arriver à du 50-50 pour un groupe qui valait moins que Fiat Chrysler, il fallait d'ailleurs que Fiat Chrysler, pour le faire, cette fusion à 50-50, verse un dividende exceptionnel à ses actionnaires, sinon on n'y arrivait pas. Il faut voir tous ces succès. Ils sont nombreux. Et quand on regarde l'emploi,
en général, quand on regarde l'industrie, alors il y a plusieurs diagnostics, en fait, dans ce qui a été dit, il y a plein de diagnostics à la fois. Certains sont pour moi faux, et notamment le fait que l'économie française en général serait dans une situation de mauvaise passe, d'effondrement progressif par rapport notamment à ses voisins. Ça ne me semble pas du tout être le cas. D'ailleurs, l'économie française, cette année, l'an prochain, va avoir une croissance plus forte que l'économie allemande. Elle ne s'effondre pas et son emploi ne s'effondre pas. Une chose qu'on dit rarement, c'est que par exemple, la part de la population de 15-64 ans qui travaille en France aujourd'hui n'a jamais été aussi élevée depuis les années 70. Avec la réforme des retraites, bien sûr, qui ont fait que les 60-64 ans sont beaucoup plus nombreux à travailler qu'il y a quelques années. Mais ça montre qu'il n'y a pas en soi de fuite complète de l'emploi. L'emploi, il se transforme, bien sûr, évidemment. Et c'est là où, à mon avis, vous surestimez largement le poids des idéologies et des politiques même, par rapport à la technologie et aux évolutions économiques, qui sont des évolutions beaucoup plus physiques qu'idéologiques. C'est que, d'abord, il y a une tertiarisation globale de l'économie. C'est vrai à peu près partout dans le monde. C'est-à-dire que les puissances développées, elles ont... Alors évidemment, l'Allemagne fait un peu exception dans ce tableau-là sur les 20-30 dernières années, mais elles ont tendance à être de plus en plus tertiaires, c'est-à-dire avoir de plus en plus de services et moins d'industrie. Mais aussi, pour une raison qui est très claire, c'est que une industrie, aujourd'hui, une entreprise industrielle, elle a tendance à sortir beaucoup d'activités qui avant étaient dans son sein, comme des activités de bureau d'études, des activités de gardiennage, nettoyage et autres qui avant étaient des gens qui étaient employés de ces industries, qui aujourd'hui sont employés de sociétés de services prestataires. Donc ça, c'est un mouvement qui est à l'œuvre à peu près partout, et y compris, là aussi c'est très remarqué en ce moment, en Chine. Même en Chine aujourd'hui, ce mouvement de tertiarisation, il commence à émerger de manière massive. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le paysage global de l'emploi. Après, et donc là-dessus, je pense que la situation est loin d'être aussi dramatique que ça pouvait être présenté. Après, en matière de services, justement, est-ce qu'on est fort dans ces nouvelles activités? Où je pense justement, on est très fort. On exporte beaucoup de services, on a des services assez conquérants. Est-ce que le fait d'avoir des centres de décision qui partent à l'étranger, il y en a qui ont été cités, il y a des choses qui reviennent dans l'autre sens. Moi, j'ai en face de chez moi, dans mon entreprise, dans mes bureaux, j'ai le siège d'une grande banque américaine qui met son siège Europe en face de là où je suis situé, avec 400 salariés qui reviennent de Londres avec le Brexit. Donc, il n'y a pas de fatalité du tout à ce qu'il n'y ait pas de centre de décision en France. Ensuite, est-ce que c'est forcément le plus important d'être centre de décision? Ce qui est le plus important, et moi j'aime bien d'ailleurs le nom de ce salon, c'est qu'on puisse vouloir et qu'on ait cette envie de produire sur le site France. Là-dessus, je pense qu'on est d'ailleurs tous d'accord. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait envie d'avoir des activités qui soient créées, développées et qui se mettent en France. Est-ce qu'il faut forcément avoir tous les leviers de décision? Vous avez plein de petits pays dans le monde qui ont... alors évidemment, la France a beaucoup de rêves de grandeur, mais plein d'autres pays qui n'ont pas ces mêmes rêves d'être les maîtres du monde, qui sont très heureux d'être des grands centres de production parce qu'ils sont très attractifs. Et ils sont très attractifs parce qu'ils sont très productifs. Et là, on en arrive en fait à la part du constat que je partage, qui est vrai qu'il y a un sujet français. Il y a un sujet français, il y a un sujet de l'industrie française sur les 20 dernières années, qui est réel, c'est-à-dire qu'elle a plus décroché que, évidemment, l'industrie allemande, mais même que l'industrie italienne, par exemple. Et ça, c'est vrai pour des raisons qui, pour moi, sont très objectives. D'ailleurs, les représentants du monde de l'industrie en France en ont encore fait la demande ces derniers jours au pouvoir public en disant qu'il y a un sujet majeur qui est qu'on supporte des impôts de production en Europe les plus élevés. Donc le site France est justement le plus frappé par des impôts qui sont presque uniques par rapport à ceux de nos voisins, comme des impôts sur le chiffre d'affaires, quelque chose qui s'appelle la C3S, comme des impôts qui servent aux collectivités locales sur le foncier ou la valeur ajoutée. Sur la valeur ajoutée, on est les seuls à avoir ce type d'impôt. Et on a des cotisations sociales patronales qui sont extrêmement élevées. Quand on fait la comparaison France-Allemagne, puisque c'est la plus naturelle à faire, l'Allemagne, c'est 16% de la valeur ajoutée des entreprises industrielles sous forme de prélèvement obligatoire, dont 9 points pour les cotisations sociales patronales. La France, c'est 25%. Donc il y a 9 points d'écart, c'est évidemment considérable, et ça a joué contre l'industrie française depuis 20 ans, c'est une certitude. Ça, conjugué aux 35 heures, le début du décrochage, il se fait vraiment au début des années 2000, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Donc ça, évidemment, c'est un sujet, on peut y remédier.
On peut y remédier, on peut changer notamment la façon dont on finance la protection sociale. C'est quelque chose qui est un vrai enjeu de la compétitivité française. Mais en soi, considérer que l'ensemble de l'industrie, et même surtout des grands groupes en France, sont en très mauvaise position, je ne pense pas que ce soit fondé. Et je pense que d'ailleurs le sujet, c'est au contraire le reste du tissu industriel. C'est-à-dire que nous avons des grands groupes qui sont assez puissants, voire très puissants, par rapport à la taille de notre économie. On a largement ce qu'il faut et on les a beaucoup constitués en voulant créer des champions nationaux. C'est une grande théorie française, créer des champions nationaux. Et du coup, on a totalement évidé le tissu intermédiaire d'entreprises de taille située entre la petite PME et la grande entreprise, et notamment dans les territoires où il y a eu des tas de regroupements. Par exemple, de Lafarge-Holcim, moi j'ai très bien connu le patron de Lafarge historique, Bertrand Collomb, qui en a fait un très grand groupe avant qu'il y ait la fusion avec Holcim, et qui a raconté l'histoire de Lafarge. Lafarge s'est poussé par les pouvoirs publics français, donc par Bercy et son ancêtre, c'est racheter toutes les grandes boîtes locales, régionales, de cimenterie, de BTP. Et ça s'est fait en 40 ans, au point qu'on s'est retrouvé avec un seul champion national. C'est sûr qu'ensuite, ce champion, quand il doit se projeter en matière de territoire de croissance et de potentiel de croissance, il va se projeter beaucoup plus dans des zones où la croissance est à 10% que dans une zone régionale française où elle est à 1 ou 2%. Donc ça, je pense que ça n'a pas été justement un bon choix. Et donc je crois qu'il faudrait, plutôt que de se lamenter de quelques-uns de ces champions qui ne sont plus français, il faudrait se préoccuper avant tout et quasiment comme seul sujet de est-ce qu'il fait bon produire en France, à la limite, peu importe d'où vient le capital qui est investi pour cette production. Merci beaucoup. Alors, le diagnostic ne portait pas sur la santé du CAC 40, mais sur leur tentation de produire ailleurs. Mais revenons à la question des causes. Est-ce que le déclin industriel français est lié, selon M. Simon, je dirais, à un excès de charges et d'impôts, selon vous, qui nous font courir avec des semelles de plomb cette course-là? Professeur Coltis. Oui, merci Franck. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur les groupes français, les champions nationaux. De fait, le contraste entre la bonne santé des groupes français et la situation de l'industrie française est absolument incroyable. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple automobile. Lorsque l'on prend les groupes français de l'automobile, enfin les groupes dits français de l'automobile, eh bien ils n'ont jamais produit autant de véhicules dans le monde qu'actuellement. Ça c'est la simple réalité. Quand on fait la somme de leur production, ils n'ont jamais produit autant d'automobiles dans le monde qu'aujourd'hui. Quand on prend maintenant le nombre d'automobiles produites en France aujourd'hui et qu'on le compare au nombre d'automobiles produites en France il y a une dizaine d'années, c'est tout simplement divisé par 2. C'est-à-dire qu'on produisait, je le disais ce matin d'ailleurs dans une autre table ronde, 4 millions de véhicules en France il y a 10 ans à peu près. On produit 2 millions de véhicules en France aujourd'hui. Voilà, donc le contraste est saisissant. Et lorsque l'on prend la balance commerciale de l'automobile, qui était ultra excédentaire il y a une dizaine d'années, cette balance commerciale est aujourd'hui ultra déficitaire. Et le déficit de la balance commerciale dans l'automobile représente le tiers du déficit de la balance commerciale industrielle française. Donc là, de mon point de vue, il n'y a pas de meilleure illustration du divorce de fait entre le destin des groupes dits français et la situation de l'industrie française. C'est une situation qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une situation qui date d'il y a 3-4 ans. Et lorsque j'ai eu la chance d'être au commissariat général au plan qui précédait France Stratégie, et je travaillais à l'époque au service du développement technologique et industriel, on avait voulu, et on l'a fait, constituer une commission du plan pour réfléchir à ce que signifie la nationalité d'une entreprise. Donc ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui est très ancien. Et aujourd'hui, on a affaire en fait à des groupes qui sont très largement extravertis,
et qui ne s'intéresse plus directement, mais ça depuis très longtemps, au devenir de l'industrie française. Donc ça, je crois que c'est une première chose qui est très importante et qui contraste complètement avec l'industrie allemande. C'est-à-dire que l'industrie allemande, même si elle produit à l'étranger, évidemment, elle ne produit pas tout, mais enfin, si les Allemands sont les premiers exportateurs d'Europe, c'est bien qu'ils produisent en Allemagne, non ? S'ils ne produisaient pas en Allemagne et s'ils avaient fait ce que les groupes français font, l'Allemagne ne serait pas une puissance exportatrice. Les groupes français sont des groupes qui ont énormément investi à l'étranger. Et ils ont, en valeur absolue, investi davantage à l'étranger que les groupes allemands, qui en effet sont plus puissants, globalement. Ce qui veut dire qu'il y a bien une tendance générale des groupes français, en quelque sorte, à l'extraversion, et ce n'est pas du tout une tendance qui est récente. Et cette tendance-là, évidemment, elle a un prix, et le prix, c'est le déficit abyssal de la balance commerciale de produits industriels en France. C'est un déficit qui est énorme. Ce matin, dans une table ronde, ici même, je rappelais que environ le tiers des produits que les consommateurs français achètent, des produits industriels, sont produits en France et les 2 tiers sont importés. Alors je crois que c'est difficile de contester la désindustrialisation avec des chiffres comme cela. Je n'ai même pas besoin de parler du million d'emplois industriels qui a disparu. Il suffit de constater la situation de la balance commerciale. Et cette situation a fait que dans quelques articles que j'ai pu écrire, j'ai écrit, parce qu'en effet j'ai un peu intervenu en Grèce, j'ai écrit « La France est une Grèce qui s'ignore ». La France est une Grèce qui s'ignore parce que le problème principal de la Grèce n'est pas un problème de déficit public ou de dette publique, c'est un problème de déficit de ses activités productives. Et comme ça a été dit tout à l'heure, déficit dans l'industrie, mais déficit dans l'agriculture également. C'est pas uniquement... Et là, la tertiarisation est une chimère qui est extraordinairement dangereuse. Je ne dis pas que les services n'ont pas d'importance, je dis qu'opposer les services à l'industrie, dire que les services prennent la place de l'industrie, c'est un contresens total. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une industrie forte, appuyée sur des services forts et inversement. Il ne faut pas opposer et penser que une économie moderne, c'est une économie qui, nécessairement, en se développant, va brader son agriculture, puis après va brader son industrie et va s'épanouir dans les services. Ça, c'est une vision de l'esprit. Les pays qui restent riches, ou les pays qui se développent aujourd'hui, le font toujours sur l'industrie et pas sur les activités de services. Je crois qu'il faut le dire assez nettement. Alors, je voudrais dire peut-être une dernière chose. Ce n'est pas un problème de cotisation sociale, ce n'est pas un problème d'impôt, parce que ça, ce sont des raisonnements en termes de coûts. Les coûts seraient trop élevés. Le problème, il n'est pas là. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de qualité des produits. C'est un problème d'adaptation par rapport à la demande. Est-ce que les produits qui sont fabriqués correspondent bien aux besoins ? Et s'il y a un salut à envisager, le salut à envisager, il est dans la reconnaissance des compétences des gens qui travaillent. On parle toujours d'innovation, de nouvelles technologies, de changements technologiques, mais pour moi, l'élément essentiel, c'est la reconnaissance des compétences des gens qui travaillent. Et ce qui est le plus inquiétant avec un groupe comme Alcatel, qui a été un fleuron industriel et qui aujourd'hui pratiquement n'existe plus et qui a été complètement absorbé en effet par un groupe étranger, le problème d'Alcatel, c'est bien le problème de l'entreprise sans usine. C'est l'idée d'après laquelle on pourrait en France se situer uniquement dans les hautes technologies. On pourrait se situer en France uniquement dans la recherche-développement ou dans la conception et on n'aurait plus besoin de produire. Et lorsque j'ai rencontré au commissariat au plan Serge Churuc, à l'époque qui était le patron d'Alcatel, je lui ai dit « Votre projet, c'est un projet qui aboutira à la disparition d'Alcatel. Parce que vous ne pouvez pas couper les activités de conception et les activités de fabrication. Entre les activités de conception et les activités de fabrication, il y a un continuum. Et le continuum, il passe par la capacité à réaliser des prototypes, à faire une industrialisation sur des petites séries avant de se lancer dans la grande série. Donc l'idée d'après laquelle il suffirait d'être dans les services, dans les hautes technologies, dans la conception et finalement la production, c'est pas important. Les ouvriers, c'est pas important. Eh bien, on en a aujourd'hui le résultat qui est tout à fait concret. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Alors vous me faites ma transition sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que nous sommes peut-être pas tout à fait d'accord sur le diagnostic, peut-être encore moins sur les causes. En revanche, on peut quand même se poser la question, malgré tous les rapports,
le ministre Montebourg est sorti il y a peu de temps de la salle, il aurait pu nous éclairer sur justement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a échoué. Si on se projetait un peu pour essayer de recoudre ce tissu industriel, Natacha Polony, on commencerait par quoi? Alors, avant de dire par quoi on commencerait, je pense qu'en effet, le diagnostic est très lié aux solutions que l'on offre. Et donc, je pense que, pour revenir en quelques mots sur ce qui a été dit, première chose, en effet, un emploi industriel crée autour 3 emplois de service. Et les emplois industriels créent plus de valeur ajoutée. Donc, un pays qui n'a plus d'industrie est un pays qui s'appauvrit par rapport à un pays qui maintient en effet l'activité industrielle. Deuxième point, ça a été évoqué, mais c'est aussi extrêmement important. Oui, la question de savoir quelle est la nationalité d'une entreprise se pose, elle est de plus en plus complexe, mais une chose est sûre, il y a dans d'autres pays une forme de patriotisme économique que très clairement, nous n'avons pas en France dans les grands groupes. On peut le trouver, ce patriotisme économique, en Allemagne, où la structure du capitalisme n'est pas la même et où la nécessité, l'importance accordée au fait de préserver des emplois et une industrie nationale est absolument essentielle. On le trouve aussi en Italie sous une autre forme, et il y a également un patriotisme économique des consommateurs en Italie qui est extrêmement importante. Et là aussi, ça n'a pas été soutenu en France et ça n'a pas été développé. Or, je pense que c'est une des réponses aussi. Mettre l'accent, en effet, sur la nécessité de fabriquer en France, c'est une façon de soutenir l'industrie. Les politiques ne l'ont pas fait. Pendant des années, on a eu des débats politiques sur la question du pouvoir d'achat, sans que jamais il se trouve qui que ce soit pour rappeler que ces coûts dont vous parlez, et dont vous parlez à juste titre, ce problème de compétitivité, ces charges qui pèsent sur la production, ce sont des charges qui sont liées à notre modèle de protection sociale. Notre modèle de protection sociale pèse lourd. Pourquoi ? Parce que quand on a un chômage de masse, il faut le compenser si on ne veut pas créer de la misère. Pourquoi avons-nous un chômage de masse ? Parce que nous ne produisons pas en France, parce que nous avons désindustrialisé. C'est un cercle vicieux. Nous l'avions montré dans un dossier de Marianne sur la question de savoir où allait l'argent des prélèvements obligatoires. On s'aperçoit que l'alourdissement de la protection sociale dans la part des dépenses de l'État est absolument énorme. Mais la question n'est pas de dire il faudrait moins de charges. On ne va pas abandonner les gens, on ne va pas les laisser crever. La question est de savoir comment on fait pour qu'il y ait plus de gens au travail qui permettent d'enrichir le pays. Or, la conséquence de la désindustrialisation, on la voyait dans l'étude que nous avions publiée, c'est que l'État, pour compensait par la protection sociale et n'avait plus de quoi investir dans le régalien. Or, le régalien, c'est quoi ? Ce sont des services publics donc qui permettent de rééquilibrer l'inégalité entre les territoires, donc de permettre à des entreprises implantées dans des territoires enclavés d'être un peu moins enclavées, donc de marcher un petit peu mieux. Donc là aussi, nous sommes face à un cercle vicieux, c'est-à-dire que nous n'avons plus de quoi permettre de créer de la richesse partout dans le pays. Le problème ne vient pas seulement des grands groupes. Je citais tout à l'heure l'industrie textile. Pourquoi ? Parce que l'industrie textile, ce sont des dizaines, des centaines de petites entreprises implantées dans des villes moyennes qui ont disparu. Et derrière, ce sont des villes qui s'appauvrissent et qui, du coup, voient partir l'ensemble de leurs activités, voient les petits commerces mourir, voient les services publics les abandonner, et vous avez des déserts absolus. Face à cela, que faire ? Il y a justement une action conjointe à faire de la part de l'État, dont le rôle est de rééquilibrer, de préserver des infrastructures qui permettent de produire partout, de la part de l'État qui doit avoir une véritable stratégie visionnaire. Ils sont très rares dans l'histoire politique française, les politiques qui se sont intéressés à ces questions d'industrie. Nous avons ici Édith Cresson qui a été une des rares à s'être battue pendant des années pour faire entendre ce sujet-là. On les compte sur les doigts d'une main, les politiques qui se sont attaqués, qui se sont attelés à cela. Et surtout, la question à se poser aujourd'hui est celle aussi de la nature des emplois que nous voulons. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de raisonner en termes d'emploi, il s'agit de raisonner en termes de travail, de type de travail. Parce que si on dit il y a des grands groupes
qui vont bien, c'est formidable. Quand nous regardons en effet l'étude que nous avons publiée dans Marianne sur le CAC 40, on s'aperçoit qu'il y a des groupes du CAC 40 qui créent des emplois en France. Il y en a quelques-uns. C'est quoi? C'est la grande distribution. Un emploi créé dans la grande distribution, ce sont 3 emplois détruits dans le petit commerce, dans l'agriculture, etc. Est-ce qu'on y gagne? Non. Est-ce qu'on gagne à détruire des emplois qui nécessitent des savoir-faire, c'est-à-dire des emplois industriels, des emplois d'ouvriers spécialisés, pour fabriquer des emplois de caissiers ou des emplois de manutentionnaires pour Amazon? Est-ce qu'on y gagne vraiment? Non. Donc, la production en France maintient des savoir-faire, maintient du lien social, permet d'améliorer l'environnement en recréant des bassins économiques qui permettent de consommer local. Bref, on améliore l'ensemble des données qui permettent de mesurer la bonne santé d'un pays. Donc, cela nécessite de la volonté politique, cela nécessite une vision, cela nécessite aussi, me semble-t-il, de réfléchir à la façon dont les politiques européennes sont menées. On a une interview d'Emmanuel Macron dans The Economist aujourd'hui, dans laquelle Emmanuel Macron dit « Le critère des 3% est un critère du siècle passé ». Mais on est ravis de l'apprendre. Mais comment se fait-il qu'il se soit fait élire sur un discours qui consistait à dire « Il faut absolument maintenir ce critère des 3%, il faut absolument le respecter ». Pourquoi tous les choix politiques qui ont été faits, non seulement par lui, mais par tous ses prédécesseurs, ont orienté les politiques économiques uniquement dans le sens de cette règle, qui est une règle totalement arbitraire, et en sacrifiant l'investissement, absolument indispensable, investissement dans les infrastructures, investissement dans la rénovation thermique, dans l'énergie, tout ça, on a sacrifié tout cela au nom de cette règle. Donc tant mieux, je suis ravie que des gens fassent leur chemin de Damas, je les accueille avec plaisir. C'est quand même dommage d'avoir perdu autant de temps et surtout, là aussi, ne nous contentons pas de discours. Tirons-en les conséquences sur le rôle d'un État stratège pour soutenir la production locale, sur le rôle du discours que nous tenons aux citoyens et aux consommateurs, parce que les consommateurs doivent être avant tout des citoyens, et sur la façon dont nous allons réorienter l'ensemble de notre économie dans ce but qui est de produire sur place et d'assurer tout simplement un minimum de souveraineté pour que nous soyons maîtres de notre destin. Vous brûlez de réagir, monsieur Simon. Oui. Bon, déjà, c'est sûr que si on pense que la solution au problème économique, c'est la politique et avoir une stratégie politique, on est à peu près sûr d'échouer. L'économie, c'est une affaire d'entrepreneurs. C'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de chefs d'entreprise qui prennent des risques tous les jours et qui, sur les marchés, vont produire des services, des biens et vont les vendre. C'est ça l'économie. C'est pas les GAFA sont pas venus, aucun n'est venu de l'État américain, aucun. Donc il faut arrêter d'imaginer que c'est avec une stratégie industrielle et les préfets chargés de l'économie qu'on va replanifier une économie, même pas du XXe siècle. D'ailleurs, heureusement, on n'a même pas osé faire ça au XXe siècle. Donc tout ceci n'est pas la solution. La solution, déjà, c'est de partir des bons diagnostics. Quand on fait les mauvais diagnostics ou quand on fait des erreurs en se trompant sur les ordres de grandeur, évidemment, on ne peut pas avoir juste. L'essentiel du surcoût en matière de prélèvement obligatoire en France, c'est bien la protection sociale, c'est des choix de protection sociale qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir 4-5 points de chômage en plus, c'est par exemple les retraites. La France est un pays plus jeune que l'Allemagne, la retraite c'est 3 points de PIB de plus qu'en Allemagne. Donc ça faut les prélever. Il faut les prélever sur les entreprises et sur les ménages. Ça a un coût. Et en matière de compétitivité, c'est absolument dramatique. Donc c'est des choix qui sont faits. C'est des choix qui sont faits de ce point de vue-là, en effet, en matière de taille de l'État, de taille de la protection sociale publique. Si ces choix-là, on ne les remet pas en cause, il ne faudra pas pleurer après sur le fait que c'est trop dur à supporter pour un certain nombre d'activités. La spécialisation... On va pas tarder à vous donner la parole. La spécialisation, après, de l'économie française mal positionnée, etc., c'est effectivement un sujet connu depuis longue date. Il y avait un rapport de M. Beffa en 2005 qui avait été demandé par le président de la République de l'époque sur la
le positionnement de la France par rapport à l'Allemagne en matière notamment d'efforts de R&D, l'essentiel du sujet, c'était effectivement qu'on n'était pas sur des positionnements qui étaient les positionnements de gamme qui étaient les plus porteurs. Ça a été évidemment un sujet. Mauvais diagnostic aussi quand on dit que, par exemple, le problème, c'est la balance commerciale. Il y a des tas de pays, et notamment les 2 économies d'Amérique du Nord, qui sont en déficit commercial permanent depuis des décennies. Ce n'est pas un sujet pour qu'elles soient quasiment au plein emploi. Donc le sujet, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut. D'abord, est-ce qu'on veut être au plein emploi? Il y a des économies qui sont des économies très tertiaires, d'autres qui sont très industrielles, et qui sont toutes beaucoup plus près du plein emploi que l'économie française. Effectivement, nous, on est au plus bas niveau depuis 2008 en matière de chômage, mais ce plus bas niveau, c'est 4-5 points de la population active de plus de chômeurs que chez les voisins, aussi différents que l'Allemagne, que le Royaume-Uni, que des pays comme les Pays-Bas. Donc pourquoi on a cet écart-là? Cet écart-là, là, c'est des choix de marché du travail, de droit du travail, de politique de protection sociale, où en Allemagne, il y a 10 ans, il y a 15 ans exactement, en 2005, il y avait un chômage qui était plus élevé que le chômage français. Il y a eu une réforme de l'assurance chômage extrêmement violente, qui rend la situation de la personne peu qualifiée en Allemagne beaucoup plus difficile et en matière de droit en protection sociale beaucoup plus faible qu'en France. Donc c'est des choix pour arriver à 3-4% de chômeurs. C'est parce qu'en fait, il y a une pression à la reprise d'emploi et d'acceptation de n'importe quel emploi qui est extrêmement forte, beaucoup plus forte qu'en France. Donc ça, c'est un certain nombre de diagnostics qu'il faut avoir en tête pour ne pas faire le mauvais constat. Et si on fait le mauvais constat, après se tromper évidemment complètement de solution. Encore une fois, ce qui me semble particulièrement préjudiciable, c'est qu'il y a 25 ans dans ce pays, on s'est dit, il y a un problème avec les personnes peu qualifiées. Elles ont un taux de chômage très élevé. Il n'y a pas beaucoup de chômeurs chez les gens qualifiés, il y a beaucoup de chômeurs chez les gens non qualifiés. On est rentré dans une politique qu'on mène depuis 25 ans d'abaissement des charges au niveau du SMIC. C'est une politique constante de vouloir réduire les cotisations sociales employeurs au niveau du SMIC. Aujourd'hui, au niveau du SMIC, vous avez quasiment plus de cotisations sociales employeurs. C'est-à-dire que le SMIC brut, c'est à peu près le coût que paye l'employeur à 3 points près. En revanche, quand vous payez quelqu'un 3 SMIC, là, vous avez 45% de cotisation employeur. 45%. C'est-à-dire qu'il faut payer 145 la personne pour qu'elle ait 100 en salaire brut et 80 en salaire net. Donc ça, c'est un écart absolument considérable. Et du coup, ça crée, je pense, une forme... Là-dessus, je pense qu'il y a un sujet absolument central dans ce que vous évoquez sur la qualité des emplois. C'est que de mon point de vue, ça crée une forme de smicardisation du tissu économique français. C'est-à-dire qu'effectivement, on incite... Beaucoup d'économistes ont été très favorables à ça. À chaque fois, d'ailleurs, là, il y a encore quelques mois, il y avait la transformation du CICE en allègement de charges sociales. Tout le monde a dit qu'il faut mettre le paquet sur les bas salaires, tout mettre au niveau du SMIC. Donc, il n'y a quasiment plus de charges au niveau du SMIC. Et inversement, elles sont extrêmement élevées comme nulle part ailleurs sur les salaires plus hauts. C'était tout le problème qu'avait soulevé le rapport Gallois sur la compétitivité de l'industrie, justement. Eh bien, ça, je pense qu'en effet, c'est une vision de courte vue parce que du coup, on entraîne le capital à se spécialiser sur des activités où les gens qu'on emploie sont des gens qui sont au SMIC. Parce que c'est là où il y a justement le moins de ces charges patronales qui sont si élevées et si particulières par rapport à ce qu'il y a dans les autres pays. Je donne un exemple, un chiffre. 45% de cotisation patronale employeur en France dès qu'on est sorti de la zone des allègements. 19% en Allemagne au maximum au niveau du SMIC et ça ne fait que décroître ensuite sur les salaires qualifiés. Donc ça, c'est, je pense, un vrai sujet de choix, d'orientation. On donne un signal au capital pour ne pas faire de l'industrie et faire plutôt des services peu qualifiés. Ça, c'est un mauvais choix. Gabriel, le système français est organisé pour finalement désindustrialiser et smicardiser l'industrie ? Oui. Alors, en fait, par rapport à ce que vient de dire mon prédécesseur, je suis globalement en désaccord, mais par contre en accord avec le dernier point. Je pense qu'en effet, le dernier point est un point très, très critique. Le fait de maintenir en quelque sorte des emplois faiblement qualifiés en France
en dégrevant ces emplois de cotisation sociale, et non pas de charges, hein, mais de cotisation sociale. Je pense que ce n'est pas nécessairement un bon choix, et en effet, ça tire l'industrie française sur des activités à faible valeur ajoutée qui, dans les faits, ne sont pas viables. Donc sur ce point-là, en tout cas pour ma part, je considère que vous avez raison, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si on regarde la question salariale de manière générale, je considère qu'il faut cesser de considérer les salaires comme étant des coûts. Il est tout à fait normal que des personnes qui travaillent et qui produisent de la valeur ajoutée, eh bien, reçoivent une part de la valeur ajoutée qui a été créée. Et donc il faut repenser probablement la comptabilité, parce que la comptabilité est une comptabilité qui marche sur la tête. Aujourd'hui, on vous parle de compte de résultat en disant le résultat, c'est ce qui reste une fois que tous les coûts ont été payés, alors qu'en réalité, les entreprises les plus financiarisées ne fonctionnent pas comme ça. Elles fixent des objectifs de dividendes. Et une fois que les objectifs de dividendes ont été fixés, à ce moment-là, on se retrouve avec une variable d'ajustement. Et la variable d'ajustement, ce sont les salaires. Donc il y a une réflexion à avoir sur la comptabilité qui n'est pas du tout une réflexion technique, c'est une réflexion politique. Et la comptabilité devrait aussi prendre en compte les coûts cachés, devrait prendre en compte le coût de dégradation de l'environnement, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Mais donc c'est un débat qui n'est pas un débat technique, hein, c'est vraiment un débat politique. Alors, peut-être quelques éléments pour esquisser ce que pourrait être le devenir d'une autre industrie. Parce que revenir à une industrie comme celle que nous avions dans les années 50-60, ce n'est ni possible ni souhaitable. On a besoin d'avoir une autre industrie. Alors peut-être quelques pistes. Je crois qu'une première piste, c'est qu'il me paraît difficile de penser une autre industrie avec une pression des marchés financiers, une pression actionnariale trop forte. Cette pression entraîne l'industrie dans des choix qui sont des choix de très court terme, là où en fait l'industrie a besoin d'avoir le long terme devant elle. Donc la question, pour moi, qui est une question très importante, c'est comment peut-on faire pour mettre la finance au service de l'industrie ? Il y a beaucoup d'éléments de réponse et je n'ai pas le temps de les développer, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments, je vais en prendre deux, qui seraient relativement simples à mettre en œuvre. Première chose, c'est de nouveau repenser la fiscalité et ne pas considérer la fiscalité de la même façon selon que les bénéfices sont réinvestis ou distribués sous forme de dividendes. Ce n'est pas une grande révolution, ça c'est fait. Je pense qu'il faut revenir à une logique comme celle-là qui prime l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas distribuer de dividendes, hein, il faut les distribuer, mais pas autant de dividendes qu'ils ne sont aujourd'hui distribués. La seconde chose, je pense, qui serait très importante et qui est facile à faire, qui peut même être faite au niveau d'une entreprise toute seule, c'est tout simplement décider que les droits de vote en assemblée générale sont coefficientés sur la durée de détention des titres. Ce qui veut dire que plus un actionnaire accepterait de détenir du capital pendant un temps suffisamment long pour permettre à l'entreprise d'avoir une véritable stratégie, plus ces droits de vote pourraient être coefficientés, multipliés par 2, multipliés par 3, au prorata de la durée de détention des titres. En revanche, tous les fonds spéculatifs qui s'amusent non pas à investir, mais qui s'amusent à placer, c'est-à-dire j'achète, je revends, eh bien ces fonds-là, leur part du capital serait coefficientée par 0 et donc ils n'auraient pas de droit de vote en Assemblée générale des actionnaires. Ce sont des choses qui sont possibles, qu'il est possible de faire sans changer la législation, sans changer la fiscalité. Ce sont des choses qui sont possibles et il y a des groupes français qui commencent à réfléchir à ces questions-là. Alors, pour faire bref, la question de l'ancrage territorial des activités, c'est une question qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, il faut sortir des logiques de simple localisation, il faut ancrer territorialement les activités. L'ancrage territorial des activités, il ne passe pas par les primes, il ne passe pas par des exonérations de cotisations sociales, il ne passe pas par des terrains bon marché, c'est pas ça. L'ancrage territorial des activités, il faut partir d'un constat qui est simple, qui est que si vous prenez les groupes industriels, ils produisent en interne à peu près 20% de la valeur qu'ils mettent sur le marché. Ce qui veut dire qu'ils sont ultra dépendants de leurs fournisseurs, de leurs équipementiers, de leurs sous-traitants, de leurs co-traitants. Si vous constituez des écosystèmes territoriaux, eh bien là, il y a un facteur d'ancrage territorial qui est très fort parce que les groupes, les entreprises trouveront à proximité les compétences dont elles ont besoin.
cette proximité-là, ce n'est pas simplement une proximité spatiale, c'est une proximité en termes de complémentarité de compétences, de relations de confiance. Il y a différentes dimensions de la proximité. Je pense que l'avantage de l'ancrage territorial, c'est qu'il réduit l'empreinte carbone aussi. Ça a été dit tout à l'heure par Natacha Polony. Donc, je pense aussi que l'industrie de demain, c'est une industrie qui devra construire sa compétitivité, pas tant sur l'innovation que sur l'écologie. L'écologie ne doit pas être considérée comme étant une contrainte, comme étant un supplément de coût, mais comme étant la capacité à produire des biens durables. Et les biens durables, ce sont des biens recyclables, ce sont des biens réparables, ce sont des biens que l'on peut réutiliser, ce sont des biens qui sont partageables. Ce sont ces produits-là dont on a absolument besoin et non pas des produits low cost. Les produits low cost sont des produits, ça a été dit tout à l'heure, qui polluent la planète et qu'on est obligé de changer de manière très, très fréquente. Enfin, je terminerai en disant que je pense qu'on a besoin d'une politique industrielle. Simplement, contrairement à la politique industrielle qui a été menée pendant très longtemps, qui était une politique qui soutenait des entreprises individuelles, le plus souvent des grandes entreprises, si on considère que l'industrie est un système et non pas une somme d'entreprises, eh bien à ce moment-là, il faut soutenir tout ce qui va dans le sens de la densification des relations entre les acteurs. Donc de ce point de vue-là, on a quelques outils, les filières, les pôles de compétitivité, qui sont des lieux où, en effet, les acteurs coopèrent les uns avec les autres. Donc, plutôt que de soutenir des entreprises individuelles, je pense que les soutiens à la densification du système industriel, aux relations entre les entreprises, laboratoires de recherche, universités, je crois que c'est extrêmement important. Et là, l'acteur public a un rôle majeur parce que c'est l'acteur qui va permettre ces intermédiations. Merci beaucoup. Je vous propose, parce que je vois certains s'agiter, de donner la parole à la salle. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Je présente d'une association de consommateurs Made in France, qui s'appelle la FIMI, Fédération indépendante du Made in France. On est présent juste à côté. Et je suis un peu étonné dans ce qu'on a évoqué. On n'a pas parlé du consommateur. Le consommateur, c'est lui qui achète les produits. Natacha Polony a parlé un peu de manque de patriotisme pour les entrepreneurs, mais on a besoin de reconquérir les consommateurs. Nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, moi, je suis intervenu dans le cadre de la semaine de l'industrie en lycée pour parler de Made in France à des élèves, ce qui n'est pas chose facile. Il y a un sacré gap à faire. Et en fait, ici, on va avoir pendant les 4 jours 100 000 consommateurs qui vont venir. J'espère qu'on aura pour Miss Expo les 100 000. On était à 65 000, mais il y a un monde fou. C'est bien, c'est rassurant. Mais on a besoin de rappeler après ce que c'est que le Made in France. On parle des charges. C'est vrai qu'on a des charges très lourdes, mais c'est un avantage. Ça nous permet d'avoir une cotisation sociale. On a une cotisation sociale quand on achète français, quand on importe. Ça va, ça revient, non ? Oui, merci. Excusez-moi. On n'a pas sur tous les produits importés. Vous savez, on en a parlé, on a 69 milliards de déficit dans la balance commerciale. Et quand on a des commentaires dessus, on parle toujours des exportations, mais on ne parle pas des importations. Et là, je crois qu'on a une démarche à mener. Je pense qu'on a des listes là, un rôle à jouer qui le jouent. Je pense qu'au niveau de Marie, vous le faites. On a des missions sur Europe 1. On a François Langlais qui n'est pas venu, donc lui ne parle pas beaucoup du Made in France. Et vous ne pensez pas que les journalistes, les économiques ont un rôle à jouer pour reconquérir la marque France au niveau des Français ? Les Allemands sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus patriotiques que nous. Et je pense qu'il y a un véritable axe à travailler. On voit que ici, on aura 100 000 visiteurs. Il y en a 65 900 000 encore à convaincre. Merci. Effectivement, les consommateurs, on était quand même sur le thème de l'industrie, donc on s'est placé quand même au niveau des producteurs et pas des consommateurs, mais effectivement, il faut bien qu'ils arrivent jusqu'aux consommateurs. Je ne peux pas être plus convaincu que vous l'êtes sur ce sujet-là. Je pense que c'est absolument essentiel. Et je crois que du coup, ce qui
la responsabilité des producteurs, c'est aussi de bien savoir faire comprendre leur offre, et leur offre, comment elle est construite et comment elle est bâtie. J'étais là aussi hier soir avec les gens qui ont fait, vous savez, c'est qui le patron en matière de lait. Première marque en quelques années, première marque devant toutes les marques producteurs de lait en France. Parce qu'ils ont répondu à une préoccupation, ils ont fait comprendre très bien leurs produits. En plus, ils ont une vocation, ils travaillent avec les consommateurs. C'est au départ des gens qui étaient des consommateurs. Et ils ont fait comprendre leur démarche. Et donc, ils ont rencontré la demande qui a été motivée par la démarche qui était sous-tendue. Et donc, je pense que ça peut être tout à fait répliqué. Il faut que les producteurs soient vraiment, justement, là-dessus, intelligents pour compenser parfois quelques handicaps que je pouvais décrire, pour les transformer en avantages. Et là, pour que, évidemment, le consommateur soit sensible. L'économie, c'est toujours offre et demande. C'est le cœur des choses et on ne peut jamais le changer. Même quand on essaie de tourner, il faut toujours revenir à cette idée, c'est quoi la demande et quelle est l'offre qui va s'ajuster à cette demande. Natacha, Alors, peut-être sur le consommateur qui est le dernier maillon. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Tout de même, j'ai expliqué qu'il était absolument essentiel que les consommateurs soient avant tout des citoyens. Parce que, de fait, vous avez raison, ça part de là. Mais c'est pour ça, justement, que je ne pense pas que l'économie n'ait rien à voir avec la politique. Je pense bien sûr que l'économie, ça relève des lois de l'offre et de la demande, bien entendu. Mais le drame que nous vivons aujourd'hui vient aussi amplement du fait qu'il a été décidé à peu près au tournant des années 70 et qu'il a été imposé comme idée que l'économie était une science dure et que, évidemment, de même que les lois mathématiques, eh bien, ça ne se discutait pas. Et que, de même que la loi de la gravitation universelle s'impose à tous, les supposées règles de l'économie, telles que les décidaient certains, devaient s'imposer à tous. Or, je pense que économie et politique sont extrêmement liées, ne serait-ce que par, justement, le biais de l'idéologie, on en revient là, et des discours qui sont ensuite donnés à l'ensemble des citoyens et qui vont influencer leur vision des choses. C'est pour ça que je soulignais tout à l'heure que d'avoir entendu pendant des dizaines de campagnes électorales le thème du pouvoir d'achat s'imposer sans que jamais il ne soit relié avec la question de la production me semblait absolument tragique. On a mis dans la tête des consommateurs français que le seul critère qu'ils devaient avoir, c'était le critère du prix. Le low cost est un appauvrissement généralisé. Et pour reprendre l'exemple des producteurs de lait, bien sûr que cette initiative, c'est qui le patron, est absolument formidable. Ce qui me gêne dans l'ensemble de la filière lait en France, c'est que pendant des années, quand vous essayiez d'expliquer sur un plateau de télévision, par exemple, que non, Lactalis n'était pas forcément une grande réussite française, justement parce que le coût en matière de destruction de petites productions laitières, en matière d'absorption d'absolument toutes les petites laiteries, les petites fromageries, avait été catastrophique, que c'était une destruction d'emplois, une destruction de tissu social majeur, c'était inaudible. On vous expliquait que, là aussi, vous étiez réactionnaire. Et c'est bien là le problème. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai entendu l'autre jour, là, cette semaine, sur une radio, un commentaire de notre dossier Made in France. Commentaire d'un des journalistes en plateau. Oh là là, c'est quand même très Napacaro et poté auvergnate. Voilà. On leur parle d'industrie. Vous lisez le dossier, vous verrez. Il y a des fleurons industriels, il y a des gens qui se battent, des gens qui innovent. C'est moderne, c'est beau, c'est intéressant. Et c'est réduit à, oh là là, c'est Napacaro et poté auvergnate. Ce qui, en soi, d'ailleurs, je ne vois pas en quoi il serait absolument honteux d'aimer la potée auvergnate. En quoi ce serait... Et les Napacaro voilà. Et les aussi. Napacaro qui peuvent être très belles et de très belle qualité. Mais vous voyez, ça relève, là, d'une mentalité qui est ancrée dans certaines élites françaises. Et, pardon, mais ça nous prouve que la politique a un lien avec l'économie. Et nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, en démocratie. La démocratie, c'est justement... Ça relève du fait que l'économie est soumise à des choix politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on impose aux entrepreneurs de décider à leur place ce qui est bon pour leur entreprise. Ça veut dire que le rôle du politique, c'est de faire naître un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent créer, peuvent innover, peuvent faire de l'emploi, peuvent produire. Et ça,
ça nécessite de penser les choses, ça nécessite d'avoir une stratégie, ça nécessite de considérer justement que ça ne se fait pas tout seul, que ce n'est pas la main invisible du marché qui gère tout ça, mais qu'il y a des choix politiques qui vont favoriser ou non ce genre de choses. Et en effet, l'une des clés aussi, c'est d'impliquer chacun. En matière de production laitière, en matière d'alimentation, je pense que la prochaine conférence, la prochaine table ronde le dira mieux que moi, puisqu'un certain Perico Légas devrait en parler. Mais quand vous avez chaque jour, chaque Français qui accomplit 3 actes alimentaires, ça veut dire, sur 66 millions de Français, ça veut dire qu'en un an, vous avez 72 milliards d'actes alimentaires en France. Sur ces 72 milliards, si vous en avez quelques-uns qui décident qui vont favoriser des produits français plutôt que d'autres, le levier est absolument majeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde consomme uniquement des produits français, ça n'est pas possible, et en particulier pas pour les plus pauvres. Mais si chacun change un tout petit peu de sa consommation, il y a là un acte politique absolument essentiel. Gabriel. Alors c'est un acte politique qui est d'autant plus important que, comme je le disais tout à l'heure, 36% seulement de la consommation des ménages porte sur des produits qui sont fabriqués en France. Et pratiquement les 2/3 sont donc importés. Donc là, il y a une marge d'amélioration, comme on dit, qui est quand même extraordinairement importante. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être 2-3 autres choses. Je pense que le consommateur peut en effet préférer un produit français à 2 conditions. Première condition, c'est que le produit soit un produit de bonne qualité et non pas un produit dégradé, parce qu'on ne peut pas attendre du consommateur qu'il privilégie un produit français de mauvaise qualité. La seconde condition, c'est qu'en effet, il ait les moyens financiers pour acheter ces produits, parce que s'il achète des produits de meilleure qualité et qu'il reçoit un salaire ou une rémunération qui est trop faible, là vous le mettez dans une position qui est cornélienne et il ne peut pas le faire, tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Donc des gens qui sont mal payés sont des gens qui vont évidemment préférer malheureusement des produits qui sont des produits low cost. Ce faisant, ils vont détruire leur propre emploi, etc., etc. Donc je crois qu'il faut cesser de considérer les salaires en France uniquement comme étant des coûts. C'est une très grave erreur. Je voudrais dire peut-être 2 ou 3 autres choses. On a parlé un peu, pas beaucoup, de la protection sociale. Moi, je voudrais peut-être rappeler que la protection sociale, ce n'est pas non plus uniquement un coût. C'est un filet anti-crise économique. Parce que la protection sociale, qu'est-ce qu'elle fait fondamentalement ? Elle découple le revenu et le travail. Ça signifie que des gens vont recevoir un revenu qui est un revenu de transfert pour un travail qu'ils ont effectué dans le passé ou qu'ils pourraient effectuer à l'avenir. Donc des gens qui sont malades, qui sont à la retraite, qui sont chômeurs, ces gens-là, nous ne sommes heureusement plus à la fin des années 20 où ces gens ne pouvaient plus consommer. Ce qui a provoqué en grande partie l'approfondissement de la crise de la fin des années 20, c'est que ce filet de la protection sociale n'existait pas. Et par conséquent, les chutes de la demande à caractère cumulatif étaient beaucoup plus probables. Aujourd'hui, on a, avec la protection sociale, un amortisseur de crise. Et il permet, ce filet, de faire en sorte que des gens qui sont privés d'emploi pour des raisons diverses peuvent continuer de consommer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut sauvegarder et non pas considérer uniquement comme étant un coût. 2 autres choses pour terminer. Je crois qu'il ne faut pas raisonner uniquement en termes d'offres et de demandes. Il faut raisonner en termes de besoins, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et aujourd'hui, on peut considérer en effet qu'il y a des formes de consommation, d'hyperconsommation, de mauvaise consommation. Pour moi, la vraie question, elle est: est-ce que les besoins fondamentaux sont aujourd'hui bien satisfaits ? Est-ce que les gens mangent, non pas à leur faim, mais correctement ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils mangent en préservant leur santé ? La question n'est peut-être pas non plus est-ce que les gens ont un toit. La question est de savoir est-ce qu'ils vivent dans des passoires énergétiques. La question n'est pas tellement de savoir est-ce que nous sommes vêtus. Heureusement, nous le sommes. La question, c'est comment sommes-nous vêtus ? Est-ce que nous portons des vêtements de mauvaise qualité, non recyclables, allergènes ? Ou bien est-ce que nous portons des vêtements de qualité que nous allons pouvoir porter pendant longtemps aussi ?
C'est aussi quelque chose qui est important, ça. Donc ces questions-là ne relèvent pas vraiment d'une analyse en termes de consommation. Ce sont des raisonnements qui vont se fonder plutôt sur les besoins, sur l'identification des besoins et la capacité des entreprises à répondre à ces besoins. Je terminerai peut-être par une dernière chose. Il y a en effet les consommateurs privés et puis il y a les acheteurs publics. Je rappelle que dans un certain nombre d'activités, le ferroviaire, les télécommunications, bien des domaines, l'énergie, les acheteurs ne sont pas privés, ce sont des acheteurs publics. Or, il y a une religion de l'achat public aujourd'hui, qui est la religion « j'achète au moins 10 ans ». Et ça, c'est un véritable désastre pour l'industrie. Il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur l'achat public, de manière à ce que l'achat public puisse aussi, comme ça a été le cas autrefois, dans les années 50-60, être un outil de politique industrielle et de reconquête industrielle. Et ça passe peut-être aussi par l'inclusion de critères sociaux et environnementaux qui sont malheureusement considérés, mais de manière très marginale actuellement dans les achats publics. Voilà, donc, merci beaucoup. Consommateurs privés et publics. Merci beaucoup, Gabriel Coltis. Vous aviez une question, monsieur. Allô, oui, c'est bon, on m'entend. C'est peut-être pas vraiment une question, mais j'ai fait une conférence sur le climat au salon Marjolaine, qui est un salon concurrent. Et j'ai à peu près fait la même analyse que Natacha Polony. Je rajouterai juste une chose, c'est que j'aimerais bien que l'État puisse avoir une influence, mais l'État ne peut pas avoir une forte influence dans le cadre de l'OMC et avec tous les moyens qu'on a perdus d'avoir une influence. Je vous rappelle que on avait le contrôle d'échange dans les années 70-80. À cette époque-là, lorsqu'on voulait délocaliser, il fallait demander l'autorisation à l'État. Maintenant, on peut faire une délocalisation sans problème. Et le problème des entreprises du CAC 40, c'est qu'elles ont encore des noms français, mais elles font comme les autres, elles optimisent leurs impôts hors de France. En fait, on se retrouve avec des entreprises qui sont devenues des multinationales, qui concourent à dégrader le climat, qui peuvent choisir le pays où elles fabriquent, le pays où elles payent leurs impôts et le pays où elles vendent. Alors, quel est le pouvoir de l'État maintenant? Il faut détricoter l'OMC, il faut détricoter la mondialisation. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut réagir peut-être? On va passer à une autre question. Oui, je vous en prie. Non, je vais juste dire une chose, c'est par rapport à ce qui était dit avant, c'est la France a le record de prélèvements obligatoires dans le monde. La France a le record de prélèvements obligatoires venant de la protection sociale. 32 points de PIB. Le record. Donc tout devrait, comme vous trouvez ça merveilleux, le pays devrait être le plus formidable de tous. Vous dites que c'est absolument abominable et que tout va de mal en pis en matière d'économie française. Donc le record de déficit public, le record de prélèvements en Europe, record de déficit public, si dans la zone euro, la France a le plus haut fort déficit public. Ça, si vous voulez, on poste après, on vérifie ça sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez, c'est une évidence. Oui, monsieur. Je vous ai précisé qu'il jouait à l'extérieur. Alors un peu de respect. Alors. Mais pas du tout. Les salaires des dirigeants allemands et les salaires des dirigeants américains sont bien plus élevés. Donc ce que vous dites est complètement faux. Bon. Donc tout ceci n'est absolument pas le sujet. Tout ceci n'est absolument pas le sujet. Donc si c'est si formidable d'avoir les plus forts prélèvements obligatoires du monde. Les plus forts prélèvements obligatoires, il y a la protection sociale au monde, donc le système public de protection sociale le plus développé. Si c'est si formidable d'être parmi les pays de la zone euro, le pays qui a le déficit le plus élevé, ça devrait être formidable pour vous, puisque ça a l'air d'être des points positifs en matière de résultats. Et derrière, vous trouvez que c'est pas si formidable que ça en matière de résultats. Donc je pense qu'il faut avoir un peu de cohérence. Si on veut regarder des points faibles de la situation française, il faut les admettre pour ce qu'ils sont. Et il faut regarder ces spécificités. Je ne dis pas, moi je suis parfaitement démocrate et républicain, je considère qu'effectivement, si c'est le choix de la nation, il y a évidemment, ça s'impose aux entreprises. Quand je disais la politique ne doit pas faire la vie entrepreneuriale, je ne dis pas que la politique n'a aucun impact, mais contrairement à vous, je pense en effet que oui, il y a des lois économiques. Et il y a des lois économiques. C'est un peu ce que je compare souvent à la loi de la plus grande pente, vous savez, pour le ruissellement. Même au Venezuela, c'est l'offre et la demande qui finit par s'ajuster, avec des tas de changements qui ont été apportés par les pouvoirs publics. Mais in fine, il y a toujours une demande qui rencontre une offre. Et ça, c'est des choses qui sont absolument pas possibles à contraindre et à renverser. C'est comme une loi physique. Mais
Mais sinon, est-ce que la politique doit s'immiscer dans les stratégies d'entreprise? Est-ce qu'elle doit être à l'origine d'impulsions de filières? Je pense que ça ne marche pas comme ça. Et là encore, la France est un des pays qui en fait le plus en matière d'outils de politique industrielle, en matière de textes qui lui permettent d'intervenir dans des regroupements, de s'opposer à des acquisitions d'entreprises par des entreprises étrangères. La France est parmi les pays qui a le plus d'outils en la matière. Et en l'occurrence, vous voyez bien que ça n'a pas préservé l'industrie française. Donc ça veut dire que le mal, il est ailleurs. Alors, pour ma Natacha, part, je crois, je vais juste répondre rapidement, Voilà. qu'on ait le temps de Oui, prendre une autre une question. dernière mais, question parce qu'on est pris par le je temps. pense qu'il ne faut pas confondre tout ce qui relève de l'inflation administrative avec ce qui serait une véritable politique industrielle. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on confond de façon assez facile, ce qui permet de nous expliquer que nous croulons sous les normes et que donc nous ne sommes pas confrontés à un système néolibéral. Le problème, c'est que je pense que nous avons les inconvénients des deux. Et que l'inflation administrative est aussi le résultat de l'impuissance de l'État qui compense en essayant de créer de la norme. Simplement, il me semble aussi qu'on oublie une donnée. Monsieur disait à juste titre que la question à se poser est celle aussi de l'environnement concret, de la possibilité qu'on a de réorienter et surtout des leviers qu'on se donne. Je pense qu'à partir du moment où on décide de ne plus avoir de politique monétaire, de ne plus avoir de politique budgétaire, parce que tout ça, on l'a abandonné, de ne plus avoir de prise sur tout cela, évidemment, la variable d'ajustement, ce sont les emplois. Ce sont les emplois, éventuellement les impôts, oui, éventuellement. Mais cela ne nous permet plus de mener une véritable politique. L'Union européenne a été fondée sur une idée, celle de la préférence communautaire. L'idée qu'on allait s'associer, créer un marché dans lequel les excédents des uns nourrissaient les faiblesses des autres. Et on échangeait et on s'enrichissait ensemble. Ce qui impliquait la liberté de circulation à l'intérieur, mais la protection à l'extérieur. Tout cela a été transformé, a été modifié, sans que jamais on ne demande aux citoyens s'ils étaient d'accord, et il a été décidé que l'Europe serait la zone la plus ouverte du monde, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est la zone ouverte à tous les vents où on ne protège pas. Alors, certains peuvent s'en sortir parce que leur structure économique, finalement, leur permet de résister à cela. Quand on a une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à la structure de son économie, comme c'est le cas pour l'Allemagne, c'est plus facile. Nous avons une monnaie surévaluée par rapport à la structure de notre économie. Du coup, nous payons le prix fort, mais l'Italie est en train de payer le prix fort aussi, l'Espagne aussi. Voilà. Ce qui signifie qu'on ne peut pas déconnecter l'économie, la vie des entreprises, des grands choix de macroéconomie, de politique, parce que tout cela est lié. Nous créons ou non un environnement. Je crois à la liberté d'entreprendre, mais dans un cadre qui est un cadre choisi. Aujourd'hui, quand nous créons une Union européenne qui est un lieu de dumping social et de dumping fiscal, je ne vois pas bien comment nous pouvons favoriser une économie qui enrichirait tout le monde. Nous voyons bien d'ailleurs que le creusement des inégalités est tel que nous avons un décrochage absolu. Un mot, Gabriel. Après, je passe la parole à monsieur qui posera sa dernière question. Non, mais la question va être très simple. Non, attendez, juste une seconde. Elle sera très simple. C'est juste un mot à propos de la politique industrielle française, qui pour moi a été une belle politique industrielle dans les années 50-60. Cette politique, contrairement à ce qu'on pense, qu'on dit souvent, n'était pas une politique d'État. C'était une politique qui était pensée largement dans une institution qui était le commissariat général au plan. Et le commissariat général au plan, que vous regrettez peut-être pas, et que personnellement je regrette, était un lieu de concertation. C'était un lieu où les partenaires sociaux, j'y ai travaillé pendant pas mal d'années, donc c'était un lieu où les partenaires sociaux se retrouvaient, se rencontraient pour élaborer une stratégie partagée. Eh bien, ces lieux-là, on en a terriblement besoin en France aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de donner tous les pouvoirs à l'État, il s'agit de trouver des lieux où on peut produire ensemble des stratégies concertées. C'était à l'époque le commissariat au plan. C'est un héritage de Vichy d'ailleurs. Oui, la question, Monsieur. le poids de l'industrie en France est passé en 25 ans de 23% du PIB à 12%, 11% même. Et ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Angleterre. Donc on ne peut pas non plus
stigmatiser l'Europe. De toute façon, je vous rappelle, vous l'avez dit, qu'on est dans un marché européen. Les entreprises françaises sont en concurrence en priorité avec les entreprises allemandes, italiennes et anglaises. Donc il faudrait quand même examiner pourquoi, et c'est pas l'Europe, c'est pas la France seule qui va remettre en cause les accords de libre-échange. Donc moi j'aimerais que vous creusiez un petit peu votre point de vue sur l'Europe, parce que nous ne sortirons pas de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Mais j'ai pas du tout l'intention de sortir de l'Europe. Je sais pas où vous avez... Enfin, en tout cas, si j'ai laissé croire que je pensais que l'Union européenne, qu'il fallait sortir de l'Union européenne, j'ai été mal comprise. À aucun moment je n'ai dit ça. Je vous ai parlé de la préférence communautaire. C'est bien parce que j'estime que c'est utile. Les Allemands, donc, les Italiens et les Anglais s'en sortent mieux que nous, sur le plan industriel. Je vous réponds, le Royaume-Uni est aussi désindustrialisé que nous. Premier point. Deuxièmement, le Royaume-Uni est aussi désindustrialisé que la France. L'Italie a maintenu son industrie pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des raisons de patriotisme économique et de structure de l'économie, et aussi de structure de la consommation. En revanche, on voit aujourd'hui un fléchissement en Italie et une fragilisation de cette industrie. Quant à l'Allemagne, je croyais avoir répondu par avance à votre question en évoquant le problème de la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des économies qui sont différentes mais qui sont coincées dans une même monnaie. D'où le fait qu'il faut réfléchir à des outils monétaires. Encore une fois, je ne suis pas pour la sortie de l'euro, je ne crois pas que ce soit possible et je ne crois pas que ce soit souhaitable. Je ne suis pas pour une sortie de l'Union européenne, je suis pour qu'on pense l'Union européenne comme une puissance, c'est-à-dire avec une politique économique qui préserve les intérêts des citoyens des pays européens, ce qui n'est pas fait. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que l'Europe, dans son ensemble, souffre d'un déficit d'investissement absolument tragique. Vous allez en Allemagne, vous allez en Italie, comme vous allez en France, les infrastructures sont dans un état épouvantable, parce que tout cela n'a pas été pensé. Donc, évidemment que l'Allemagne s'en sort mieux que nous. Je pourrais ajouter la question de l'élargissement à l'Est, qui là aussi change totalement les choses. L'Allemagne bénéficie d'un arrière-pays qui lui permet d'avoir des travailleurs à bas coût, ce que nous n'avons pas. Donc vous avez énormément de facteurs qui expliquent le décrochage de la France. Il y a évidemment des causes françaises. La question de l'absence totale de patriotisme économique de nos élites et des choix catastrophiques de certains dirigeants. J'ai une pensée pour Patrick Cron qui a quand même flingué Alstom. Donc voilà, je pense qu'il y a des explications. En effet, elles existent. Il ne s'agit pas de dire que ce serait la faute, qu'il y aurait une explication unique. Mais en tout cas, je pense que l'Union européenne, si nous voulons qu'elle perdure, doit être une Europe puissance, une Europe souveraine. Alors, on est malheureusement pris par le temps. La prochaine conférence vous passionnera autant. 2 minutes pour chacun des deux intervenants. Moi, non, je voudrais juste dire que le tableau global extrêmement pessimiste et négatif, tout simplement, on ne le voit pas dans les chiffres. C'est-à-dire que la situation de l'économie européenne et de l'économie française n'est absolument pas la catastrophe que j'ai pu entendre décrite. C'est absolument pas ça. Les entreprises françaises, je prendrai un exemple, évidemment le secteur ONI, s'il en est, de la banque, mais qui se porte particulièrement bien en France par rapport à ce qu'il est en Allemagne. Et je peux vous dire que ça soucie énormément les élites allemandes. Les secteurs, comme je citais le luxe, mais des secteurs industriels aussi, des secteurs industriels de pointe qui marchent extrêmement bien. Facebook vient d'implanter son intelligence artificielle, ses labos d'intelligence artificielle à Paris. Il ne l'a pas fait ailleurs. Donc il y a plein de choses qui sont fortes et qui se retrouvent de manière macroéconomique. C'est-à-dire de manière macroéconomique, il n'y a pas de décrochage français par rapport à l'Europe, et il n'y a pas de décrochage européen en matière de PIB par habitant par rapport à d'autres grandes zones économiques. Donc l'Europe, je l'en suis convaincu, est une zone qui a beaucoup d'atouts. Il y a un formidable économiste français qui d'ailleurs réussit extrêmement bien aux États-Unis, qui s'appelle Thomas Philippon, qui vient d'écrire un livre sur pourquoi justement la politique de concurrence en Europe a été un formidable atout pour les Européens et quelque chose qui est aujourd'hui le vrai danger pour l'économie américaine. Le vrai danger pour l'économie américaine, il écrit son bouquin en anglais, il ne l'écrit pas pour le marché européen, il l'écrit pour le marché américain. Le vrai danger de l'économie américaine, c'est une concentration sans précédent de l'économie
qui est en train aujourd'hui de peser sur le tissu entrepreneurial américain et qui est quelque chose qu'on a beaucoup moins en Europe. Et donc son conseil, c'est de dire au contraire, plutôt que d'accabler en permanence du point de vue européen et avec le pessimisme européen et français particulièrement naturel, au contraire, regardons les atouts que nous avons. Nous en avons pas mal. Nous en avons par exemple en matière de valeur ajoutée, où le partage de la valeur ajoutée, le seul pays où le partage de la valeur ajoutée s'est pas déformé en 15 ans au détriment des salariés, c'est la France. Et justement, ça s'est détérioré profondément aux États-Unis et en Allemagne. Donc on a des choses qui ne sont absolument pas des catastrophes et qui sont aussi des grands succès industriels et des grands succès économiques. Merci beaucoup. Vous concluez en disant qu'il faut répartir autrement la valeur ajoutée au bénéfice du salarié. Monsieur Koltis. Alors par rapport à l'Allemagne, peut-être 2-3 éléments d'explication. Premier élément d'explication, c'est que les entreprises industrielles allemandes ont systématiquement privilégié leurs investissements domestiques. Ça, c'est très important. Bien plus que les entreprises françaises. Je vous tiens les chiffres à votre disposition, il n'y a aucun problème. Deuxième élément, c'est l'accent mis sur la formation professionnelle en Allemagne. Ça, c'est un élément qui est absolument central. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la formation professionnelle. Et en matière de spécialisation, les Allemands ne sont pas du tout positionnés sur les très hautes technologies. Ils sont positionnés sur les produits à très forte valeur ajoutée, ce qui n'est pas la même chose. Et en France, on a tendance à confondre valeur ajoutée et haute technologie. On peut avoir des produits de forte valeur ajoutée à technologie moyenne. Et ça, ce sont les produits dont on a absolument besoin. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir des moutons en 18 pattes, des produits de très haute technologie. Pour moi, s'agissant du partage de la valeur ajoutée, il est vrai que depuis 87, il est à peu près stable, les conditions de partage de la valeur ajoutée, mais il y a eu une déformation extraordinaire qui s'est opérée du partage de la valeur ajoutée entre 83 et 87, dans un sens qui est favorable au profit. Personnellement, je n'aurais pas été défavorable, je ne vous ai pas interrompu, je n'aurais pas été défavorable si la part des profits consacrés à l'investissement avait été nettement supérieure à celle qu'il a été. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, si motif d'espoir il y a, je pense qu'il y a en effet des motifs d'espoir, c'est la capacité de l'industrie française, de nos entreprises, à se situer sur des biens durables et à assurer la transition écologique. Et s'il faut faire quelque chose, si les acteurs publics doivent faire quelque chose, eh bien c'est inciter les entreprises françaises à prendre ce virage vers des produits plus durables, des produits qui protègent la planète, ce qui permettra en même temps de relocaliser la production en France. Eh bien, c'est cette lueur d'optimisme qui clôt ce cycle de conférences. Vous avez une autre conférence qui portera sur le libre-échange. On l'a évoqué, mais on l'a à peine survolé. Vous allez creuser le sujet dans les prochaines minutes. Merci beaucoup.